Le soleil de mai caressait les grandes fenêtres de la villa de la cour, projetant des ombres délicates sur le parquet en chêne massif. C'était un jour comme les autres pour la plupart des gens, mais pas pour ceux réunis dans le grand salon aux moulures dorées de cette demeure de Neuilly-sur-Seine. Les rideaux en soie frémissaient sous la brise légère, comme s'ils murmuraient des secrets longtemps gardés. Dans cette pièce à l'atmosphère solennelle, ils étaient tous là. La famille de la cour au grand complet, vêtue de noir comme l'exigeait la tradition, affichait des visages graves ou perçait pourtant une lueur d'anticipation. Des voisins de longue date, des associés en costume impeccable, quelques amis proches. Tous réunis pour la lecture du testament de Charles de la Cour, cet entrepreneur visionnaire qui avait bâti un empire immobilier et dont le nom résonnait dans les plus hautes sphères parisiennes. Et puis, il y avait elle. Joséphine Laroche, 62 ans, assise sur une chaise en retrait, presque contre le mur du fond. Ses mains ridées par le temps et le travail étaient posées sagement sur ses genoux, lissant parfois un pli imaginaire de sa robe à fleurs, modeste et désuète parmi les tenues de deuil sophistiquées. Elle ne portait ni bijoux précieux, ni maquillage élaboré, juste un discret rouge à lèvres rose pâle et une broche en forme de papillon épinglée près de son cœur. Ses cheveux gris, rassemblés en un chignon simple, encadraient un visage aux traits doux mais marqué par les années. Joséphine n'avait pas prononcé un mot depuis son arrivée. Elle s'était contentée de saluer poliment d'un hochement de tête ceux qui daignaient la remarquer. Son regard clair, d'un bleu presque transparent, observait la scène avec une sérénité qui contrastait avec l'agitation discrète mais palpable des autres invités. Près du buffet dressé pour l'occasion, Élodie de la Cour, la petite fille de Charles, 26 ans, héritière présumée et figure montante de la jet-set parisienne, se penchait vers son compagnon. Ses longs cheveux blonds effleuraient l'épaule de son cavalier tandis qu'elle chuchotait, un sourire moqueur aux lèvres. Elle est qui, celle-là, avec sa robe de supermarché? Elle est venue pour les petits fours? Murmurait-elle sans même prendre la peine de baisser vraiment la voix. Son compagnon étouffa un rire tandis que son regard balayait la silhouette discrète de Joséphine. Peut-être une lointaine cousine de province qui espère quelques miettes de l'héritage, répondit-il avec un haussement d'épaules dédaigneux. Le reste de l'assemblée semblait partager cette indifférence polie. Certains jetaient des regards furtifs vers la femme en robe fleurie, se demandant vaguement quelle était sa place dans cette réunion, avant de retourner à leur conversation chuchotée et leurs calculs silencieux sur la fortune qui allait bientôt être distribuée. Dans un angle de la pièce, Jacques Vermeulen, l'avocat de la famille depuis 3 décennies, observait la scène avec un détachement professionnel. Ses lunettes à monture fine reflétaient la lumière tandis qu'il vérifiait une dernière fois les documents soigneusement rangés dans sa serviette en cuir noir. Son regard s'attarda un instant sur Joséphine, et quelque chose sembla adoucir brièvement les traits austères de son visage. Une ombre de sourire peut-être, aussitôt réprimée. Le majordome frappa discrètement 3 coups sur le socle en marbre d'une statue de Rodin, signal convenu pour annoncer le début de la cérémonie. Le brouhaha des conversations s'estompa graduellement. Mesdames et messieurs, annonça Vermeulen d'une voix posée, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer les dernières volontés de monsieur Charles de la Cour, conformément à ses instructions. Le silence s'installa, lourd d'attente. Certains se redressèrent imperceptiblement sur leur siège, d'autres croisèrent les jambes avec une fausse désinvolture. Élodie se rapprocha de sa mère, Diane de la Cour, veuve du fils unique de Charles, décédé dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Diane, élégante dans son tailleur noir sur mesure, gardait un visage impassible, seuls ses doigts tapotant nerveusement sur son genou trahissaient son impatience. Le regard de Joséphine, lui, se perdait au-delà des fenêtres, vers le jardin où les rosiers commençaient à bourgeonner. Dans ses yeux clairs dansait une lueur lointaine, comme si son esprit voyageait ailleurs, vers d'autres temps. Dans sa mémoire se dessinait la chambre du premier étage de cette même maison, baignée par la douce lumière du matin. Charles, affaibli par la maladie qui le rongeait depuis des mois, était assis dans son fauteuil près de la fenêtre. Sa silhouette autrefois imposante semblait avoir rétréci, comme si la vie s'échappait de lui par petites touches quotidiennes. Ses mains, autrefois fermes pour signer des contrats de millions d'euros, tremblaient légèrement alors qu'il tenait la tasse de thé que Joséphine venait de lui servir. « Tu sais, Josie, avait-il dit ce jour-là en utilisant ce diminutif dont lui seul l'appelait, je regarde par cette fenêtre et je me demande à quoi tout cela aura servi. Toute cette fortune, ces propriétés, ces œuvres d'art. À quoi bon posséder le monde quand tu te retrouves seul à contempler ta fin? » Joséphine avait remontré délicatement la couverture sur ses genoux, ajusté l'oreiller dans son dos avec des gestes d'emprunt d'une tendresse naturelle. « Vous n'êtes pas seul, monsieur Charles, avait-elle répondu simplement. Charles avait saisi sa main, surprenant Joséphine par ce geste inhabituel.
Josie, toi seul t'es soucié de comment j'allais, pas de ce que j'avais. Pendant 15 ans, tu as été la seule constante dans cette maison de faux-semblants. Ses yeux fatigués s'étaient posés sur elle avec une intensité troublante. Tu sais ce qu'ils font, les autres? Ils attendent. Ils attendent que je parte pour se partager ce que j'ai bâti. Ils calculent déjà ce qu'ils pourront vendre, combien ça leur rapportera. Pas une fois, pas une seule, ma petite fille n'est venue me demander comment je me sentais. Pas une fois ma belle-fille n'a pris le temps de s'asseoir et de parler vraiment avec moi. Joséphine avait voulu protester, dire quelque chose pour apaiser cette amertume, mais Charles avait secoué doucement la tête. Ne t'inquiète pas, avait-il murmuré avec un sourire énigmatique. J'ai toujours su reconnaître la vraie valeur des choses et des gens. Le bruit sec d'une enveloppe qu'on déchire ramena brutalement Joséphine au présent. Maître Vermeulen avait sorti un épais document de son enveloppe Kraft et s'apprêtait à le lire. Je vais maintenant procéder à la lecture des dernières volontés de Monsieur de la Cour, annonça-t-il en ajustant ses lunettes. Dans toute la pièce, l'atmosphère devint électrique. Certains se penchaient déjà en avant, comme pour mieux saisir les mots qui allaient déterminer leur avenir financier. D'autres jetaient des regards obliques vers des objets précieux, ce tableau de Matisse, ces sculptures, ce mobilier d'époque s'imaginant déjà les posséder. Moi, Charles-Henri de la Cour, commença à lire l'avocat, saint de corps et d'esprit, consigne ici mes dernières volontés. Il poursuivit avec la partie formelle, énonçant les dates, les références légales. Puis vint le moment que tous attendaient. Concernant la totalité de mes biens, comprenant la villa de Neuilly-sur-Seine, l'appartement du 16e arrondissement de Paris, la maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'ensemble de mes comptes bancaires, mes parts dans le groupe de la Cour Immobilier, ma collection d'art, mes voitures et tous mes autres biens meubles et immeubles. L'avocat marqua une pause imperceptible, son regard effleurant l'assemblée par-dessus ses lunettes. Je lègue l'intégralité à une seule personne. Un murmure parcourut l'assistance. Diane de la Cour se redressa, un sourire satisfait commençant à naître sur ses lèvres minces. Élodie serra discrètement la main de son compagnon. Les autres membres de la famille échangèrent des regards inquiets, se demandant qui allait être le grand bénéficiaire. Je lègue tous mes biens à Madame Joséphine Laroche. La phrase tomba comme la foudre dans le grand salon. Un silence assourdissant s'abattit sur l'assemblée, chacun semblant se demander s'il avait bien entendu. Puis, comme une vague déferlante, les réactions explosèrent. Le verre de champagne qu'Élodie tenait s'écrasa au sol, éclatant en 1000 morceaux cristallins qui reflétaient la stupéfaction générale. « C'est une blague ?» s'écria-t-elle, son visage parfaitement maquillé déformé par l'indignation. La femme de ménage. C'est à la femme de ménage qu'il lègue tout? Diane de la Cour, le visage livide, s'était levée d'un bond. C'est impossible. Il y a erreur. Charles n'aurait jamais. C'est forcément un faux testament. L'avocat, imperturbable, sortit alors une enveloppe plus petite de sa serviette. Monsieur de la Cour a également laissé cette lettre, à lire en cas de contestation, précisa-t-il avant de déplier une feuille couverte d'une écriture élégante mais légèrement tremblante. À ceux qui s'indigneraient de ma décision, j'aimerais simplement dire ceci, Joséphine Laroche a été plus qu'une employée de maison pendant ces 15 dernières années. Quand la maladie m'a rattrapé, quand mes forces m'ont abandonné, quand la solitude est devenue mon quotidien, elle a été la seule présence constante et bienveillante dans ma vie. Pas par intérêt, pas par calcul, mais par cette humanité simple et profonde qui semble avoir déserté notre famille. Je lui lègue mes biens parce qu'elle était là. Quand j'avais besoin. Vraiment. Tous les regards se tournèrent alors vers Joséphine, toujours assise sur sa chaise contre le mur. Son visage n'exprimait ni triomphe, ni satisfaction, juste une sorte de surprise mêlée à un chagrin évident. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle retenait avec dignité. Lentement, avec une grâce tranquille qui contrastait avec l'agitation ambiante, elle se leva. Sa robe à fleurs semblait soudain moins fade, comme si la lumière la révélait sous un nouveau jour. Elle traversa la pièce dans un silence où l'on n'entendait que le froissement léger du tissu et le claquement discret de ses chaussures plates sur le parquet. Arrivée devant le grand portrait de Charles qui trônait au-dessus de la cheminée, elle s'arrêta. Ses doigts effleurèrent délicatement le cadre doré, dans un geste d'une intimité telle que plusieurs personnes présentes détournèrent le regard, comme gênées d'assister à ce moment. « Je ne suis pas venue pour l'argent, dit-elle enfin d'une voix douce mais claire. Je suis venue lui dire au revoir. » Elle se tourna vers l'assemblée, son regard posé et digne balayant ses visages désormais embarrassés. Pendant 15 ans, j'ai pris soin de Monsieur Charles. Je l'ai vu vieillir, s'affaiblir,
souffrir de votre absence à tous. Je connais chacune de ses habitudes, chaque médicament qu'il devait prendre, comment il aimait son thé, quel livre il relisait les nuits d'insomnie. Sa voix était douce, sans accusation, mais chaque mot tombait comme une pierre dans une eau trop longtemps stagnante. Je n'ai jamais demandé cette fortune. Je n'ai jamais rien attendu d'autre que mon salaire et le respect de mon travail. Mais monsieur Charles. Elle s'interrompit, surmontant une vague d'émotion. Monsieur Charles avait cette façon de voir au-delà des apparences. Il a vu au-delà de mon tablier et de mon thermos, au-delà de mon statut. C'était un homme qui savait reconnaître la valeur des choses et des êtres. Elle tourna de nouveau son regard vers le portrait, comme si elle s'adressait directement à lui. « Merci pour cette confiance, murmura-t-elle. Je ferai en sorte qu'elle soit honorée. » Puis, avec la même dignité tranquille, elle traversa la pièce vers la sortie. Personne n'osa l'arrêter, personne n'osa prononcer un mot. Juste avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Maître Vermeulen, je serai disponible dans les prochains jours pour les formalités nécessaires. » Et elle disparut, laissant derrière elle un silence assourdissant et une assemblée figée dans sa stupéfaction. Une semaine s'écoula. La nouvelle fit les gros titres des journaux et des magazines People, une femme discrète hérite de millions, qui est vraiment Joséphine Laroche? Les journalistes tentèrent de reconstituer son parcours, son histoire. On apprit qu'elle avait été infirmière avant de devenir gouvernante, qu'elle avait perdu son mari jeune, qu'elle vivait modestement dans un petit appartement de Courbevoie. Rien d'extraordinaire, rien qui puisse expliquer ce legs exceptionnel, si ce n'est cette présence constante auprès d'un homme que sa fortune n'avait pas protégé de la solitude. Les réactions ne tardèrent pas. Sur les réseaux sociaux, Élodie Delacour publia un message d'excuse publique. J'ai mal jugé une personne dont la richesse intérieure dépassait de loin tout ce que mon grand-père possédait matériellement. Je demande pardon pour mon comportement. Les voisins de la villa, qui n'avaient jamais vraiment prêté attention à cette femme discrète qu'ils croisaient parfois, lui apportèrent des fleurs et des cartes de félicitations. Les associés de Charles la contactèrent pour lui assurer leur soutien dans la gestion de ce patrimoine considérable. Mais Joséphine ne changea rien. Elle continua à porter ses robes simples, à arborer son discret rouge à lèvres roses et sa broche en forme de papillon. Elle s'installa dans la villa, non pas dans la suite majestueuse de Charles, mais dans une chambre plus modeste donnant sur le jardin. Elle engagea les mêmes employés, maintint les mêmes routines d'entretien de la maison. Quand on lui demandait ce qu'elle comptait faire de cette fortune, elle répondait simplement « en prendre soin, comme j'ai pris soin de lui ». Un mois après la lecture du testament, Diane et Élodie Delacour reçurent une invitation à prendre le thé à la villa. Hésitantes, elles se présentèrent néanmoins, poussées par la curiosité et peut-être un reste d'espoir. Joséphine les accueillit dans le grand salon, où le thé était servi dans la porcelaine fine que Charles affectionnait. Sur la table basse reposait un épais dossier. « J'ai réfléchi », commença Joséphine après leur avoir servi le thé, à ce que Charles aurait voulu. Il était déçu, certes, mais il vous aimait. Elle ouvrit le dossier et en sortit 2 enveloppes. J'ai décidé de créer une fondation qui portera son nom, pour soutenir les personnes âgées isolées. Une partie de sa fortune y sera consacrée. Quant au reste. Elle poussa les enveloppes vers les 2 femmes. Voici des titres de propriété. L'appartement du 16e pour vous, Diane. La maison de Cap Ferrat pour vous, Élodie. Je garde la villa, parce que c'est ici qu'il a vécu ces derniers jours, et que c'est ici que je me sens le plus proche de lui. Mais je voulais que vous ayez quelque chose de lui, quelque chose qui vous rappellera qu'au-delà des désaccords, des erreurs, des non-dits, il y avait de l'amour. Diane et Élodie restèrent muettes de stupéfaction. Ce n'était pas la fortune entière qu'elles avaient espérée, mais c'était bien plus que ce qu'elles méritaient après avoir négligé Charles pendant si longtemps. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, Élodie regarda vraiment Joséphine. Non pas la femme de ménage, non pas l'héritière improbable, mais la femme qui avait su voir l'essentiel là où tous avaient été aveuglés par l'accessoire. Vous n'étiez pas obligé, murmura-t-elle, la voix tremblante. Non, confirma simplement Joséphine. Mais lui non plus n'était pas obligé. Ce soir-là, après le départ des 2 femmes, Joséphine s'installa dans le fauteuil où Charles aimait s'asseoir pour contempler le jardin au crépuscule. La lumière dorée du couchant baignait la pièce d'une chaleur particulière, comme une caresse. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait, Charles, murmura-t-elle en effleurant la coudoir où sa main à lui s'était si souvent posée. À cet instant précis, une brise légère fit frémir les rideaux, comme un souffle, comme une réponse.
Et dans le grand salon désormais silencieux, Joséphine sentit une présence, une approbation, peut-être même un sourire invisible. Oui, elle était désormais la propriétaire légale de ce domaine et d'une fortune considérable. Mais ce qui avait réellement changé, ce n'était pas son statut social ou son compte en banque. C'était le regard des autres sur elle. Ce regard qui, pour la première fois, voyait vraiment la femme qui avait toujours été là, discrète mais essentielle. Il l'avait ignorée parce qu'elle ne correspondait pas à leur image de la réussite. Mais c'était sa loyauté, sa douceur et sa présence silencieuse qui avaient fait toute la différence. La vraie richesse n'avait jamais été dans les murs de cette villa, dans les tableaux de maître ou dans les comptes bancaires. Elle était dans ces moments partagés, ces attentions quotidiennes, cette humanité simple et profonde. Désormais, le silence avait une voix. Et cette voix, douce mais puissante, rappelait à tous ceux qui l'entendaient une vérité essentielle: ne sous-estimez jamais celle qui ne parle pas. Car souvent, celle qui observe en silence est aussi celle qui comprend tout. Dans le grand salon de la villa de la cour, Joséphine ferma les yeux, bercée par le crépuscule et par cette certitude apaisante: la vraie présence transcende toujours les apparences. Et dans l'économie invisible des cœurs, c'est toujours l'authenticité qui, finalement, hérite de tout.